Les batteries, pourquoi? Comment je fais pour savoir si mon micro fonctionne? Ben, je veux pas qu'il m'entende. Ouais? Il n'y a pas de souci, mais on vous entend. J'entends les enfants. Ça.
Je sais pas s'il attend encore du monde. 18. Alors, bonsoir à vous tous. J'espère que vous avez passé une très, très belle journée. On est très content de vous accueillir ce soir en direct des bureaux du Lab 22 où je suis seul, évidemment, en période de télétravail obligatoire. Je me présente, Dominique Vizina. Je suis directeur général ou plutôt chef d'orchestre du Lab 22, un organisme que vous connaissez peut-être, je l'imagine, si vous êtes ici ce soir, mais qui existe depuis maintenant un peu moins de 2 ans. On est extrêmement content. Je suis très content de voir d'ailleurs des gens que je vois ce soir, que je connais. Donc, très heureux de vous accueillir avec nous. On devrait avoir à peu près une 60aine de personnes qui devraient se présenter à ce webinaire ce soir, des gens de 14 régions du Québec. On est vraiment très, très fiers. Donc, d'ailleurs, on termine la semaine des enseignants. Donc, je tiens à souligner votre excellent travail, votre travail important, les enseignantes et les enseignants, mais aussi les conseillers, conseillères pédagogiques qui travaillent dans nos écoles avec nos jeunes à tous les jours. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine des enseignants et des enseignantes. Sans plus tarder, la raison qui vous amène ce soir, c'est évidemment notre webinaire. On est très, très, très content de vous le présenter en ce 15 février. Donc, à une semaine de notre événement, La Transition s'invite. Vous allez voir, vous les avez vus en fait à l'instant, les petites diapos circuler pour vous annoncer cet événement qui vous touche, vous les enseignants, mais qui touche tous les acteurs du monde de l'éducation. Je reviendrai un peu plus tard, mais maintenant, j'aimerais ça plutôt donner la parole à la personne que nous avons invitée ce soir, qui me fait vraiment plaisir d'accueillir, Claudine. Donc, Claudine, qui est une étudiante, en fait, récemment diplômée de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en environnement et qui a approché le Lab 22 pour faire un essai en partenariat avec notre organisation dans le cadre de la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique à l'école. Donc, bonsoir Claudine, très content de t'accueillir parmi nous. Merci à vous. Alors, peut-être vous dire un peu comment on va procéder ce soir. Ça va être assez simple. Donc, Claudine va nous présenter les résultats de son essai pour à peu près 25 à 30 minutes. Et par la suite, on a le plaisir d'avoir Liliane Bengeli, David Rousseau, qui sont des enseignants au secondaire, mais aussi des conseillers pédagogiques, soit en éducation relative à l'environnement ou au développement durable, respectivement David au Collège Jean-Eudes. Salut David. Et aussi Liliane Bengeli, qui est au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. On a aussi des étudiants et des étudiantes. Donc, on a particulièrement Cassandra et Sarah Frédéric qui vont être là pour réagir à chaud sur cette présentation, mais surtout pour nous dire un peu plus tard pourquoi c'est important de pouvoir les former, leur faire vivre des expériences éducatives à l'école qui leur permettent de développer leur éco-citoyenneté. Et par la suite, on va conclure avec le micro ouvert pour chacun et chacune d'entre vous. Je tiens aussi à vous mentionner que nous enregistrons la séance de ce soir simplement pour permettre à des gens qui n'auraient pas
la capacité d'y participer, de pouvoir consulter le webinaire un peu plus tard. Et je salue ma collègue Élise Tremblay qui est avec nous ce soir aussi, qui va jouer le rôle de modératrice. Donc, si jamais vous avez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à aller dans le clavardage pour échanger avec Élise. Selon la version du logiciel Zoom que vous avez, vous allez pouvoir réagir au moment des échanges avec tout le monde en appuyant sur « Réaction » en bas et lever votre main. Et sinon, si vous avez une version qui est différente, vous allez pouvoir cliquer sur « Participant » et lever la main au moment où la période d'échange va commencer. Ça vous convient? Alors, je vous invite évidemment à laisser votre micro fermé pendant la présentation. On se retrouve dans quelques instants. À toi, Claudine. Merci beaucoup. Okay, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me le dire aussi si jamais à un moment donné des petits problèmes de son, quelque chose comme ça. Tantôt, j'ai un Internet un peu chancelant. J'espère qu'il ne va pas me lâcher là maintenant. Je vais juste réduire ça ici. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment d'être présentes et présents avec nous aujourd'hui pour ce petit moment de partage. Donc, justement, comme Dominique vous le disait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit résumé de mon essai de fin de maîtrise que j'ai fait, que je viens de terminer il n'y a pas très longtemps. J'ai fait ma maîtrise en gestion d'environnement avec l'Université de Sherbrooke. Et c'est quelque chose que je savais, en fait, depuis le début de ma maîtrise, que je voulais absolument faire mon essai final en lien avec l'éducation relative à l'environnement parce que c'est un champ qui m'intéresse depuis plusieurs années. Donc, le partenariat que le Lab 22 m'a offert, ça m'a vraiment permis de réaliser ce rêve-là tout en me donnant la chance de contribuer à leur projet. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant comme partenariat. Mon essai, il porte plus spécifiquement sur l'identification, en fait, de balises pour concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation en éducation relative à l'environnement axées sur le développement de l'éco-citoyenneté des jeunes du deuxième cycle du secondaire. Mais je vous dis tout de suite, inquiétez-vous pas, même si vous ne travaillez pas avec le deuxième cycle du secondaire, les conclusions globales de ma recherche ils demeurent pertinentes pour le secondaire en général, probablement même aussi pour le primaire ou même d'autres contextes d'éducation des jeunes. C'était vraiment juste un choix qui visait à circonscrire ma recherche parce que sinon, je pouvais partir de tous les côtés. Je m'excuse d'avance pour les personnes enseignantes qui sont peut-être avec nous aujourd'hui. Je vais sûrement expliquer des choses que vous connaissez déjà, des concepts que vous connaissez déjà, parce que mon essai, ça a aussi été pour moi un projet personnel pour en apprendre plus sur le milieu de l'éducation, qui est un milieu qui n'est pas initialement mon champ d'expertise, mais c'est vraiment juste un domaine qui m'intéresse personnellement. Et aussi, je pense que les professionnels en environnement comme moi peuvent jouer un grand rôle de support pour le milieu de l'éducation, d'où mon intérêt à en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, le Lab 22 encadre le projet du Pacte de l'école québécoise depuis sa création, notamment avec une démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique dans les écoles secondaires. Mon essai, lui, a porté plus spécifiquement sur la mesure 2.2 du Pacte de l'école québécoise que j'ai cherché à documenter de manière plus exhaustive. Donc, on le rappelle, la mesure 2.2, c'est d'encourager la création de situations pédagogiques liées à l'éco-citoyenneté qui auront pour but de développer chez les élèves et les étudiantes et étudiants un savoir agir et un pouvoir agir face aux enjeux environnementaux et climatiques. Donc, moi, pour ma recherche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu 3 grands concepts présentés dans cette mesure-là, soit les situations pédagogiques ou les situations d'apprentissage et d'évaluation plus communément utilisées dans le milieu d'éducation primaire secondaire que je vais expliquer tantôt pour ceux qui ne connaissent pas. L'éco-citoyenneté, qu'on va décortiquer ensemble tout au long de mon essai, et le savoir agir et le pouvoir agir. Mais finalement, j'ai aussi ajouté le concept de l'éducation relative à l'environnement parce que c'est vraiment le champ de recherche plus large dans lequel s'inscrit toute cette mesure-là. Donc, j'ai d'abord commencé en fait en documentant plus largement le pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un enseignement qui favorise le développement de l'éco-citoyenneté. Et ce qui est ressorti, c'est le fait qu'il s'agit aujourd'hui tout simplement d'un impératif éducatif pour la jeunesse contemporaine. La crise socio-écologique actuelle est une préoccupation majeure chez les jeunes Québécoises et Québécois. C'est quelque chose qu'on a vu notamment avec leur participation massive durant les manifestations pour le climat des dernières années.
Ils sont aussi de plus en plus nombreux à demander à ce que les enjeux environnementaux, comme les changements climatiques, soient abordés en classe. Oh! Peut-être quelqu'un qui n'a pas fermé son micro? Merci. Donc, c'est ça. À l'occasion d'un sondage sur la perception des jeunes Québécoises et Québécois de 12 à 18 ans face au changement climatique, c'est près de 90% des répondantes et des répondants au sondage qui percevaient la lutte contre les changements climatiques comme un défi très urgent. Et c'est 63% d'entre eux qui ont souligné qu'ils aimeraient que la question soit plus souvent abordée à l'école. Aussi, parler d'environnement à l'école, ça peut aussi fournir des occasions d'aborder l'anxiété, le sentiment d'impuissance que de plus en plus de jeunes expriment ressentir face aux problématiques environnementales, la fameuse éco-anxiété. Mais cette éco-anxiété-là peut être canalisée en moteur d'action et de pouvoir agir si on trouve les bons moyens, en fait, et on accepte, en fait, d'aborder ces sujets-là qui sont plus sensibles, plus difficiles parfois. Donc, pour revenir plus au cœur de mon sujet, qui est vraiment l'éco-citoyenneté, je me suis vraiment posé la question, l'éco-citoyenneté, qu'est-ce que c'est? C'est quand même assez clair, mais en même temps assez flou comme concept. Et bref, si on y va vraiment juste étymologiquement, l'éco-citoyenneté, c'est l'association du préfixe éco, dont la racine grecque oikos, habitat, est communément associée au concept de milieu, milieu de vie, et du mot citoyenneté, qui renvoie au fait d'être citoyen d'un État, mais aussi du monde, un rôle qui va impliquer des droits et des devoirs envers l'intérêt général. Donc, l'éco-citoyenneté, ça va venir ajouter à la notion de citoyenneté une responsabilité à l'égard du milieu de vie collectif qu'est l'environnement. Dans le champ de l'éducation relative à l'environnement, plus spécifiquement, l'éco-citoyenneté, c'est un courant très récent en éducation relative à l'environnement. C'est un courant qui va vraiment concevoir l'environnement comme un enjeu de démocratie. Donc, on va vraiment s'intéresser à la dimension politique des relations individu, société, environnement. Le politique, on le rappelle, ça renvoie à un processus de réflexion et de prise en charge démocratique des questions d'intérêt collectif, donc les choses qui concernent tous les membres de la communauté. Donc, à cet égard-là, l'environnement, en tant que maison de vie, grande maison de vie qu'on partage, nous, l'espèce humaine, avec l'ensemble du vivant, c'est quelque chose de fondamentalement politique. Ce qui veut dire qu'on a tous une responsabilité par rapport à la planète. Les décisions qui peuvent avoir un impact sur l'environnement doivent être prises collectivement et démocratiquement, et les autres formes de vie doivent être prises en compte dans ces décisions-là. Lucie Sauvé nous fournit une belle description de ce qu'est l'éco-citoyenneté en disant que c'est une citoyenneté critique, créative, engagée, compétente et désireuse de participer au débat public et à la transformation des politiques et des pratiques sociales. Donc, c'est vraiment ce qu'on vise à développer chez les jeunes. Par contre, il faut garder en tête qu'il existe en fait une multitude de conceptions et de pratiques de l'éco-citoyenneté. Naila Naoufal en a proposé une typologie super intéressante qui englobe les 4 grands types d'éco-citoyenneté qu'on peut rencontrer. Donc, d'un côté du spectre, on retrouve l'éco-citoyenneté axée sur la responsabilité individuelle, qui se concentre, comme son nom l'indique, sur les actions individuelles, donc l'adoption d'éco-gestes comme l'achat local, biologique, le végétarisme, le véganisme, le recyclage. C'est une éco-citoyenneté qui va vraiment se fonder sur des valeurs de discipline, d'individualisme, d'efficacité, de performance. Et en éducation, ça va souvent être associé à une éducation behavioriste axée sur l'enseignement de comportement. Ensuite, on peut avoir une éco-citoyenneté qui est plus axée sur la participation, donc qui va s'exprimer par la participation à des initiatives communautaires comme des corvées de nettoyage, la création de ruelles vertes, la création de jardins communautaires. L'éco-citoyenneté critique, ça va vraiment plus prendre forme en fait dans la réflexion critique sur les causes profondes des problématiques socio-écologiques, les injustices environnementales. Donc, on va vraiment aller examiner les systèmes sociaux, politiques, économiques qui sont derrière ces problématiques-là. Et finalement, au bout du spectre, on va avoir une éco-citoyenneté à la fois critique et participante, qui va grouper donc les 2 précédentes, et qui va s'exprimer par un agir participatif fondé sur une réflexion critique. Et cette éco-citoyenneté-là va être plus associée à une éducation sociocritique, dialogique, coopérative, expérientielle. Donc, mon essai est allé chercher un peu des morceaux de toutes ces typologies de l'éco-citoyenneté, mais je me suis beaucoup attachée à cette dernière conception d'éco-citoyenneté. Donc, pour en revenir à l'objectif de mon essai, qui était d'identifier des balises pour concevoir des situations d'apprentissage d'évaluation en éducation relative à l'environnement axées sur le développement de l'éco-citoyenneté,
Ce que j'ai fait, ma méthodologie, en fait, c'est que j'ai utilisé 2 méthodes. J'ai d'abord réalisé une revue de littérature sur l'éducation relative à l'environnement, plus spécifiquement sur le développement de l'éco-citoyenneté. Donc, j'ai consulté toutes sortes de documentation, dont le programme de formation de l'école québécoise, qui est le projet éducatif prescrit par le gouvernement pour l'école primaire et secondaire québécoise. Je fais des entrevues. J'ai surtout, en fait, consulté plus d'une centaine de situations d'apprentissage et d'évaluation conçues par différents acteurs et actrices du milieu de l'éducation relative à l'environnement. Ensuite, j'ai conçu et j'ai distribué un sondage sur les besoins et les préférences des enseignantes et des enseignants du deuxième cycle secondaire relativement à la conception de matériel pédagogique axé sur le développement de l'éco-citoyenneté. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un sondage en plus de faire ma revue de littérature? C'est vraiment parce que je souhaitais pouvoir comparer et compléter les balises plus théoriques qui allaient émerger de la revue de littérature avec des balises plus pratiques, inspirées de l'expérience et des besoins réels des personnes enseignantes. C'était aussi un point vraiment fondamental pour moi d'intégrer la perspective de la communauté enseignante parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui vient fondamentalement du milieu de l'enseignement. Et finalement, ça m'a permis de rejoindre 14 enseignantes et enseignants du deuxième cycle du secondaire, provenant d'un total de 12 écoles et représentant 7 villes, 6 régions et 11 disciplines d'enseignement différentes. Donc, je passe un merci d'ailleurs à ces personnes-là, si jamais il y en a ici. Merci beaucoup d'avoir participé. Et la SAE, pour revenir à ça aussi, ça a vraiment servi en fait pour moi de cadre à mon analyse. Donc, la SAE, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est un ensemble de tâches d'apprentissage, de situations pédagogiques qui sont conçues par une personne enseignante ou par une autre entité à l'intention de personnes enseignantes, qui va viser à amener l'élève à développer certaines compétences. Donc, on va faire différentes activités dans le cadre de tel cours aux élèves pour leur faire développer telle compétence. Comme les SAE sont des outils de travail quotidien pour les personnes enseignantes, j'ai choisi d'utiliser les grandes composantes d'une SAE pour encadrer mon analyse. Donc, une SAE, ça commence par des intentions éducatives et pédagogiques, donc les compétences transversales, disciplinaires qu'on va vouloir faire développer à nos élèves, des domaines généraux de formation dans lesquels va s'inscrire notre SAE. On va avoir aussi un contexte associé à une problématique qui va constituer le fil directeur de la SAE. On a un ensemble de tâches complexes, d'activités d'apprentissage qu'on va faire réaliser aux élèves. Une étendue disciplinaire, donc un certain nombre de disciplines d'enseignement concernées par la SAE. Donc, une SAE peut, oui, se dérouler, mettons, seulement dans le cadre d'un cours de français, mais on peut avoir une SAE qui va se dérouler à la fois dans un cours de sciences et un cours d'univers social, par exemple. Et finalement, on a une durée, c'est-à-dire un certain nombre de périodes de classe sur laquelle va s'échelonner notre SAE. J'ai, par contre, ajouté 3 composantes qui ont émergé de mes recherches. Donc, j'ai ajouté d'abord la démarche de conception de la SAE, c'est-à-dire qui a créé la SAE, comment elle a été conçue. Le suivi de mise en œuvre, donc qu'est-ce qui se passe après que la SAE ait été créée et diffusée. Et les autres moyens d'intégrer une éducation relative à l'environnement axée sur le développement de l'éco-citoyenneté à l'enseignement secondaire. Pourquoi? Parce que je ne pouvais tout simplement pas assumer que les SAE sont le seul ou même le meilleur moyen pour favoriser le développement de l'éco-citoyenneté des élèves. Donc, en bref, j'ai identifié mes balises pour le développement de l'éco-citoyenneté en les associant à ces différentes composantes-là. Donc, si on commence justement à regarder ces différentes composantes-là et ce que j'ai retrouvé, les grands résultats de ma recherche, pour la démarche de conception de la SAE, il y a 2 éléments qui ont vraiment sorti fortement. C'est d'abord la nécessité de co-construire les SAE et l'importance d'impliquer les destinataires. Donc, co-construire une SAE, que ce soit plusieurs personnes enseignantes ensemble ou des personnes enseignantes avec le support, l'encadrement d'une organisation externe qui détient une expertise, c'est vraiment l'option qui a été le plus favorisée par les répondants au sondage. La littérature a souligné que la co-construction, ça va venir favoriser la mise en commun des idées, des compétences. Ça va permettre de briser l'isolement des personnes enseignantes face à un nouveau défi éducatif comme le fait de favoriser le développement de l'éco-citoyenneté. Et aussi, ça peut permettre d'éviter d'alourdir leur charge de travail parce qu'on va travailler ensemble pour construire du matériel pédagogique. Pour ce qui est de l'implication des destinataires, on parle d'impliquer, oui, d'un côté, les personnes enseignants dans le processus de construction de la SAE, mais aussi, si possible, intégrer les élèves dans ce processus-là.
cette implication-là, ça peut constituer un facteur de légitimité pour la SAE, donc encourager les gens à l'utiliser. Et aussi, ça peut favoriser en fait la participation en classe des élèves, la mise en valeur de leur voix, de leurs préoccupations, parce qu'on va aller leur demander quel sujet, quelle problématique environnementale ils aimeraient aborder dans le cadre de l'activité, ce qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être être plus intéressés à participer. Ensuite, pour ce qui est des intentions éducatives et pédagogiques, un des grands concepts mentionnés dans la mesure 2.2 du Pacte de l'École québécoise, je le rappelle, c'est le savoir agir. Et le savoir agir, qu'est-ce que c'est? C'est la compétence, le sentiment de capacité. Donc, je me suis posé la question, quelles seraient les compétences éco-citoyennes et comment est-ce que ces compétences éco-citoyennes-là pourraient rejoindre les compétences enseignées au secondaire? Donc, Lucie Sauvé a proposé un modèle de compétences éco-citoyennes qui englobe assez bien les diverses compétences mentionnées par d'autres autrices, auteurs qui se sont penchés sur le concept. Donc, on va parler d'abord d'une compétence critique, c'est-à-dire la capacité de rechercher de l'information valide, d'analyser, de faire de l'analyse systémique, de la curiosité, le scepticisme, la remise en question individuelle et collective. On va ensuite viser le développement d'une compétence éthique qui va passer par, oui, un questionnement sur nos valeurs personnelles, mais aussi sur nos valeurs collectives qui se cachent derrière nos actions. Un apprentissage aussi des grandes questions éthiques en environnement et des grands systèmes de valeurs qui se cachent derrière tout ça, comme l'anthropocentrisme, le biocentrisme, les cosmologies autochtones. La compétence heuristique, ensuite, ça va être la capacité à imaginer d'autres futurs possibles, d'autres façons d'agir, d'autres façons de penser. Ça va être étroitement associé à la pensée créative, à la résolution de problèmes. La compétence heuristique, c'est aussi quelque chose qui va inviter à l'espoir parce qu'on se donne la permission d'imaginer d'autres avenirs possibles. Et l'espoir, c'est une composante fondamentale du pouvoir agir, du sentiment de capacité des jeunes. Finalement, ces trois compétences-là, critique, éthique et heuristique, vont toutes converger vers le développement d'une compétence politique fondée sur une bonne culture générale en matière de courant, de structure, de dynamique sociopolitique, de relations de pouvoir, d'actrices, d'acteurs, de stratégies d'action auxquelles les jeunes pourront faire appel dans leur vie, dans leur lutte environnementale. Mais c'est aussi apprendre à connaître les nouvelles propositions politiques pour d'autres façons de vivre avec l'environnement. La compétence politique, ça va renvoyer ça va se retrouver en fait dans l'apprentissage de l'argumentation, de la délibération, de la communication, de la participation et de l'engagement. Donc, c'est vraiment ultimement vers la compétence politique qu'on va amener les gens. Là, c'est sûr qu'en voyant tout ça, on peut se dire que c'est beaucoup de rajouter aux enseignantes et aux enseignants la charge de faire développer à leurs élèves ces 4 compétences-là éco-citoyennes, en plus de toutes les compétences que vous avez déjà enseignées à vos élèves. Mais ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que ces 4 compétences-là peuvent aisément s'arrimer aux compétences transversales du programme de formation de l'École québécoise. Donc, par exemple, la compétence critique, on va la retrouver dans la compétence exploiter l'information, exercer son jugement critique. La compétence éthique, on va la retrouver dans exercer son jugement critique, actualiser son potentiel. La compétence heuristique, on la retrouve dans la résolution de problèmes, la mise en œuvre de sa pensée créatrice. Et la compétence politique, on la retrouve dans les compétences de coopérer, communiquer de façon appropriée. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens à faire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a vraiment beaucoup ressorti de mon analyse du sondage, l'importance d'aller arrimer étroitement les SAE qu'on crée à l'intention de la communauté enseignante avec les exigences du programme de formation de l'École québécoise pour favoriser leur utilisation en classe. Pour ce qui est des intentions éducatives, on trouve en fait que tous les domaines généraux de formation peuvent fournir des contextes pertinents pour aborder les questions socio-écologiques, pas seulement environnement et consommation ou vivre ensemble les citoyennetés, mais aussi, par exemple, santé et bien-être, parce que la qualité d'environnement est très étroitement liée à notre santé et à notre bien-être. Et du côté des disciplines et des compétences disciplinaires associées, oui, évidemment, il y a des cours comme les cours d'éthique, de sciences, technologies, univers social qui entretiennent des liens privilégiés avec les questions environnementales, l'éco-citoyenneté. Mais c'est des questions qui pourraient aussi être abordées dans tous les cours, tant qu'on donne aux enseignantes et aux enseignants des occasions pour identifier ensemble des liens avec leurs disciplines respectives. Ensuite, contexte associé à une problématique, la principale conclusion qui ressort des résultats de la revue de littérature, c'est qu'à peu près toute problématique peut servir de contexte à l'éducation éco-citoyenne dès qu'on met en évidence son caractère politique, c'est-à-dire son intérêt pour l'ensemble de la société et le fait qu'elle appelle à un processus de décision collective et démocratique.
Il y a certaines problématiques qui sont quand même sorties plus fortement dans la littérature sur l'éco-citoyenneté, notamment les enjeux de consommation et de surconsommation en tant que source de nombreuses autres problématiques environnementales comme les changements climatiques, la perte de biodiversité. Les éco-gestes qui visent la réduction de l'empreinte écologique individuelle, les controverses socio-écologiques et la justice environnementale. Par contre, ce qu'on voit en fait dans la littérature, c'est qu'il y a une tendance forte à associer l'éco-citoyenneté avec aux éco-gestes, c'est ça. Les éco-gestes, c'est vraiment une des thématiques qui revenait le plus souvent quand on cherchait éco-citoyenneté. Mais il y a aussi beaucoup d'autrices et d'auteurs qui disent qu'il faut apprendre à dépasser l'éco-citoyenneté axée sur la responsabilité individuelle parce que ça entretient la croyance chez les jeunes que leur pouvoir agir se limite à leur propre personne, alors que collectivement, on peut faire des grands changements. On note aussi, en fait, dans la littérature et dans le sondage, qu'il y a un certain inconfort exprimé par certaines personnes enseignantes par rapport au fait d'aborder les controverses socio-écologiques, la justice environnementale, parce que c'est des sujets qui peuvent susciter des débats de valeur. Donc, ça va être important, en fait, d'adresser les inconforts puis chercher collectivement des solutions pour être capable d'aborder ces sujets-là quand même en classe. Maintenant, pour ce qui est des tâches et des activités d'apprentissage, pour inspirer un choix de tâches et d'activités d'apprentissage dans le cadre d'une SAE qui permettrait aux jeunes de développer leurs compétences éco-citoyennes. Ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que dans la littérature, il y a toutes sortes d'approches et de stratégies pédagogiques qui peuvent favoriser le développement de l'éco-citoyenneté. Donc, je vous les ai toutes listées ici, mais je ne me lancerai pas dans une longue description. Elles sont toutes très bien détaillées dans mon essai et je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont déjà familiers avec ces approches et ces stratégies pédagogiques-là. Par contre, la chose importante que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que l'action et la participation sont vraiment les lieux privilégiés du développement de l'éco-citoyenneté. Donc, l'approche pratique et la pédagogie de projet vont être particulièrement intéressantes pour développer les compétences éco-citoyennes. À cet effet-là, les enseignantes et les enseignants qu'on a consultés via le sondage ont tous été en mesure d'identifier des fenêtres d'opportunités, soit existantes ou possibles dans leur contexte scolaire pour permettre à leurs élèves de s'adonner à des actions environnementales dans le cadre d'une SAE. Par contre, ils voyaient principalement des opportunités pour des actions individuelles qui, oui, sont importantes, mais comme je disais, ne vont pas constituer un contexte optimal pour le développement des compétences éco-citoyennes qui font appel au dialogue, à la coopération. C'est intéressant aussi d'aller laisser aux élèves, si possible, la liberté de déterminer par eux-mêmes comment ils souhaitent se mettre en action, une liberté qui peut contribuer à leur motivation vis-à-vis du projet. On peut aussi aller identifier des personnes ou des organismes ressources dans la communauté, ce qui va permettre à la fois d'ancrer l'action des jeunes dans des projets existants, en créant une situation gagnante-gagnante où les organismes locaux peuvent bénéficier d'un coup de main de vos élèves. Et en même temps, ça enlève quand même une certaine charge de travail aux personnes enseignantes de ne pas avoir à monter un projet au complet. Pour ce qui est de l'étendue disciplinaire, l'éducation éco-citoyenne, comme l'éducation relative à l'environnement en général, bénéficie d'une approche interdisciplinaire parce que les problématiques environnementales sont complexes, multidimensionnelles. Ça nécessite une approche interdisciplinaire pour être comprise dans leur complexité, en fait. Donc, on veut vraiment favoriser la conception de SAE interdisciplinaire, donc qui intégrerait plusieurs disciplines d'enseignement. Le sondage a souligné que les personnes enseignantes seraient prêtes à mettre en œuvre des SAE intégrant 2 à 3 disciplines, mais plusieurs ont exprimé le besoin de mettre en place à l'école une structure qui faciliterait le travail interdisciplinaire. Donc, par exemple, du temps accordé par la direction, le soutien d'une conseillère ou d'un conseiller pédagogique. La littérature a aussi soulevé le besoin d'un plus grand accès à une formation en matière d'enseignement interdisciplinaire pour les personnes enseignantes. Et pour ce qui est de la durée des SAE, les personnes consultées étaient prêtes à mettre en œuvre des SAE d'une durée moyenne de 2 à 3 périodes, tout en étant ouvert à des SAE plus longues qui permettraient d'intégrer des stratégies pédagogiques qui demandent plus de temps, comme la pédagogie de projet. Mais il demeure toujours prioritaire, ultimement, de respecter les limites temporelles des personnes enseignantes qui ont déjà des horaires surchargés en développant des SAE qui peuvent être adaptés à différentes contraintes temporelles. Durant mes recherches, j'ai réalisé qu'il y avait une tendance assez marquée
entourant les SAE en éducation relative à l'environnement développés à l'intention de la communauté enseignante, c'est-à-dire qu'il y a une quasi-absence de suivi relativement à la mise en œuvre de ces SAE-là. C'est une situation qui soulève de nombreuses questions parce qu'après ça, on peut se demander finalement combien d'enseignantes et d'enseignants utilisent les SAE qui sont développés à leur intention dans le cadre de leurs activités d'enseignement. Quelle en est leur appréciation? Est-ce qu'ils auraient des pistes d'amélioration à proposer? Est-ce qu'ils ont été en mesure de faire une évaluation des apprentissages qui s'inscrivaient dans les exigences du programme de formation de l'École québécoise? Et ultimement, est-ce qu'ils ont été capables de voir des effets sur les jeunes, sur le développement de leur relation à l'environnement? Parce que finalement, sans réponse à toutes ces questions-là, c'est difficile d'affirmer que le travail de soutien est vraiment optimal. Donc, il faudrait vraiment mettre en place un système de suivi. Finalement, pour ce qui est des autres moyens d'intégrer l'éducation éco-citoyenne aux pratiques d'enseignement, les principales recommandations de mon essai allaient dans le même sens que la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire il faut vraiment pousser pour la formation initiale des enseignants en éducation relative à l'environnement, notamment en faisant la promotion des cours et des programmes existants et en créant des nouveaux cours et des nouveaux programmes parce qu'en ce moment, il y a seulement, je pense, 3 universités qui offrent ce genre de programme-là et de cours. Et pour l'instant, c'est principalement des cours et des programmes optionnels. Donc, finalement, c'est souvent laissé à l'intérêt personnel des personnes enseignantes. Aussi, il faut pousser pour avoir accès à la formation continue en éducation relative à l'environnement. Il faut soutenir les initiatives existantes, mais aussi il faut mettre en place des options pour les écoles, les enseignantes et les enseignants qui n'ont pas encore accès à cette formation continue-là. Et aussi, finalement, directement à l'école, il faut créer des opportunités d'échange et de réflexion où les enseignants et les enseignantes peuvent discuter ensemble, voir comment ils peuvent intégrer ça à leur enseignement. Pour terminer, je voulais finir sur une note un peu plus concrète. Donc, je voulais vous présenter un exemple d'une SAE qui pourrait favoriser le développement de l'éco-citoyenneté des jeunes et qui s'inspire des balises que je viens de vous présenter. Donc, une SAE qui pourrait favoriser le développement d'éco-citoyenneté des élèves du 2e secondaire pourrait aborder, par exemple, comme problématique, la mobilité, les défis de la mobilité active. Elle se déroulerait sur 3 périodes, elle intégrerait 3 disciplines et elle serait fondée sur la stratégie cadre de la pédagogie de résolution de problèmes et l'approche coopérative, donc travail d'équipe. La première période en éducation physique et à la santé ferait appel à l'approche expérientielle. Donc, les élèves pourraient d'abord se voir présenter brièvement les caractéristiques et les bénéfices pour la santé et pour l'environnement de la mobilité active. Après quoi, ils feraient un jogging exploratoire du quartier autour de l'école afin d'identifier les obstacles physiques et psychologiques et les facteurs facilitant la mobilité active dans le quartier. Ils auraient ainsi à exercer leurs compétences critiques vis-à-vis de l'aménagement urbain actuel et des habitudes de vie collectives et individuelles qui peuvent freiner la mobilité active. Ensuite, durant la 2e période de classe qui serait en arts plastiques, les élèves seraient invités à construire en équipe un scénario du futur, donc une représentation visuelle prospective du quartier, illustrant les changements à apporter pour favoriser la mobilité active. Et ce scénario du futur-là pourrait être conçu en utilisant différentes formes de communication médiatique, donc une maquette ou la création d'une modélisation 3D. Cette activité créative-là serait l'occasion en fait de développer leurs compétences heuristiques, donc imaginer d'autres futurs. Finalement, durant la 3e période en français, les équipes seraient invitées à présenter oralement leurs propositions de changement physique à apporter dans le quartier en utilisant leur représentation visuelle de leur scénario du futur réalisé en arts plastiques. Ils proposeraient également des pistes de solutions pour faire face aux obstacles psychologiques, par exemple une campagne de communication publique, la création d'incitatifs. Et si c'est possible, ces présentations-là pourraient être réalisées devant une personne ressource de la ville qui serait invitée, par exemple quelqu'un du département d'urbanisme, qui pourrait ensuite discuter avec les élèves de qu'est-ce qui est déjà fait pour la mobilité active, ce qui pourrait être fait, les éléments intéressants que les élèves ont proposés. Et donc, cette dernière période-là serait dédiée au développement de leurs compétences politiques. Ici, je vous ai juste mis un petit tableau qui résume les différents liens qui pourraient être établis entre cette SAE-là que je vous propose avec le programme de formation de l'École québécoise. Donc, on voit qu'il est possible de faire des liens avec différents domaines généraux de formation, plusieurs compétences transversales et plusieurs compétences disciplinaires associées aux 3 disciplines intégrées dans la SAE. Donc, ça termine ma présentation. Je voulais vraiment vous noter sur une petite note terminer sur une note plus concrète. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à nos participants.
Merci, Claudine. N'hésitez pas à mettre des réactions à cette présentation très complète et très intéressant pour m'y plonger au Lab 22 avec notre communauté pédagogique. C'est très intéressant de se rappeler tout ça. Merci pour les mains. Tu les vois probablement passer sur les écrans, Claudine. Moi, je ne les ai pas vues. Il y a eu plusieurs mains, donc des gens qui t'applaudissaient. Très succinct, en 27 minutes, c'était très, très bien. Je commencerai peut-être avant d'ouvrir la période d'échange grand public. Comme je le mentionnais en ouverture, je donnerai la parole dans un premier temps à Liliane Bengueli ainsi qu'à David Rousseau, qui sont tous deux enseignants au secondaire et aussi conseillers pédagogiques, comme je le disais tout à l'heure, en éducation relative à l'environnement et au développement durable. Donc, réagir un peu à la présentation de Claudine. Et j'inviterai aussi par le fait même Sarah Frédéric et Cassandra, à réagir par rapport à ce qu'elles ont entendu, puis aussi les entendre par rapport à l'importance, selon elles, d'une éducation à l'éco-citoyenneté à l'école et probablement que vous vivez déjà des expériences à la fois éducatives ou pédagogiques qui vous permettent de développer toutes sortes de compétences et de connaissances. Donc, écoutez, je vais vous laisser peut-être à tour de rôle. Je laisserai peut-être le micro dans un premier temps à Liliane, David, et ensuite, on revient vers vous, les filles. Oui, alors, bravo Claudine, vraiment, c'est très intéressant. Je trouve ça très motivant. Et la partie qui m'a accrochée particulièrement, en fait, il y a deux éléments que j'ai adorés. C'est d'impliquer les élèves, d'aller chercher un peu leurs intérêts, d'aller chercher aussi leurs opinions, leurs visions quand on conçoit une SAE, si justement on veut les amener vers une éco-citoyenneté qui est beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus critique et qui amène évidemment à une action qui est collective. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et je réalise aussi un peu par l'accompagnement que je donne à l'école aux différents enseignants que le concept de suivi, c'est effectivement un des points tournants, c'est un grand défi à relever. Avoir un suivi, être en mesure aussi de savoir dans un niveau qu'est-ce qui se fait d'un cours à l'autre sans qu'on soit nécessairement en interdisciplinarité, mais pour qu'on puisse renchérir et aussi ce qui se fait d'une année à l'autre, donc à travers les différentes années au secondaire. Donc ça, c'est vraiment là, les deux points marquants pour moi là, qui m'interpellent particulièrement. Puis chapeau, vraiment, j'ai adoré ta présentation. Merci Liliane. À toi le micro, David. Bonjour à tous. Félicitations pour cette belle présentation, Claudine, fort intéressante. Je suis vraiment d'accord avec les points de Liliane. C'est des choses qu'on soulève beaucoup aussi dans mon milieu. On parle souvent de progression des apprentissages en ERE là, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe à travers ça. Ma question pour toi, ce serait quoi ton ouverture par rapport à ça? C'est quoi la suite maintenant que tu es devenu une sommité là, des SAE, de la création, tu maîtrises extrêmement bien la théorie, tu sais quoi faire, tu nous en proposes une à la fin. C'est quoi qui t'intrigue maintenant? Est-ce que tu te dis comment ça se fait que ça avance pas, cette affaire-là? C'est quoi les questions que tu te poses en ce moment pour aller plus loin? Ben, en fait, ouais, sommité, je sais pas, là, comme je dis, je suis pas dans le milieu de l'enseignement, mais je vois vraiment comme ça comme un début, en fait, tu sais, je voulais vraiment offrir ça comme un genre de menu avec différentes options que quelqu'un pourrait regarder ça et dire, hey, je peux peut-être aller chercher des idées, je pourrais peut-être même partir d'un projet que je fais déjà à l'école, d'un sujet que j'aborde déjà, puis aller un petit peu plus loin avec tout ça. Mais par contre, plus loin que ça, je me pose moi-même la question, est-ce que les SAE sont... Non, en fait, je ne pense pas que ça devrait être la seule façon d'intégrer l'éducation relative à l'environnement. C'est une avenue qui peut être prise. Par contre, le grand défi avec les SAE, que j'avais remarqué aussi, j'en ai pas parlé là, parce que j'avais trop de choses à dire, mais c'est aussi travailler à faire des SAE qui peuvent évoluer avec le temps parce que en environnement, les statistiques changent vraiment rapidement. Les solutions proposées ou en tout cas qu'on met de l'avant changent très rapidement. Fait que des fois, je regardais le matériel des SAE qui ont été créés, par exemple, il y a 2-3 ans. Puis des fois, on peut se demander, est-ce que l'information est encore d'actualité au final? Fait que c'est le gros défi aussi de créer des SAE qui sont évolutives.
D'où, admettons, par exemple, toute la question du suivi, ben, ce serait peut-être de créer des modèles de SAI qui sont très adaptables, qui ne sont pas nécessairement fixés dans le temps, mais qui peuvent vraiment être évolutives. Donc, c'est ça, c'était de créer, si possible, mettons, une plateforme web où on diffuserait différents modèles de SAE que les enseignants pourraient s'approprier, adapter selon leurs besoins, avec même, si possible, une section commentaires où les enseignants, justement, pour qu'on puisse faire un suivi, les enseignants qui ont essayé d'utiliser la SAE pour écrire « Ah, ben moi, j'ai utilisé », tu sais, un peu comme Ricardo, là, puis les recettes, que les gens peuvent dire « Moi, j'ai essayé la recette, j'ai fait telle adaptation. » C'est vraiment un peu comme ça, je le voyais. Merci beaucoup pour ta réponse. Je suis vraiment d'accord. À noter, Dominique, que j'ai 2 élèves aussi avec moi. Si jamais Oui. tu es curieux de les interpeller, il s'agit de Romy et Théa. Si jamais elles Excellent. répondent à tes questions, elles sont disponibles. Ben oui, tout à fait. Écoutez, soyez les bienvenus. Très content de vous avoir avec nous ce soir. La question est lancée donc à nos 4 étudiants et étudiantes qui sont nos 4 élèves, pardon, qui sont avec nous. Peut-être les entendre réagir par rapport à ce qu'ils ont entendu, puis par rapport à ma deuxième question qui était peut-être plus générale, mais par rapport à ce que vous vivez, vous, comme élèves, les enjeux, vous en entendez parler dans l'actualité, vous en entendez parler probablement à la maison, mais comment vous percevez l'importance d'un sujet comme celui-là? Puis, est-ce que vous avez vécu des expériences à l'école, que ce soit pédagogique en classe ou éducative, en parascolaire, dans des implications étudiantes qui vous ont donné quelque chose de très positif par rapport à ce sentiment de pouvoir agir, mais aussi à cette éco-citoyenneté? Vous pouvez peut-être... oui, alors on va commencer avec Sarah Frédéric qui a levé la main. Vas-y, Sarah Frédéric. À l'école, nous, on avait, entre élèves, on avait commencé un projet de semis entre les élèves du 3e secondaire. Et ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a fait en sorte que je pouvais agir sur qu'est-ce qui se passait pour l'environnement, juste en faisant un petit geste pour la communauté. Fait qu'on vendait ces semis aux parents, au personnel de l'école, tout ça comme ça. Et aussi, c'était vraiment positif parce qu'on a pu... Maintenant, c'est les secondaires 1 qui vont prendre la relève du projet lorsque mon équipe, on va dire les secondaires 4, sont partis. Fait que là, on va essayer d'enseigner au secondaire 1 comment on commence un projet de semis, comment on organise les finances, comment est-ce qu'on organise, comment gérer tout le projet. Ils vont pouvoir le continuer et ensuite, eux, le faire aux futurs élèves qui rentrent en secondaire 1. Fait que c'est comme un projet qui va continuer. Et c'est vraiment, c'est le fun en anglais. C'est le fun à voir parce qu'on peut, je vois l'évolution du projet, ça grandit, de plus en plus de monde sont intéressés. Fait que c'était vraiment un pas comme hands-on, un projet hands-on des élèves qu'on a fait et qu'on a commencé toute seule, mais à l'aide des professeurs aussi. C'est super intéressant parce qu'il y a un transfert de connaissances, de compétences. Donc, on développe encore une fois des habiletés à communiquer, à partager cette expérience-là. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a donné concrètement, cette expérience-là, par exemple? Est-ce que tu as vu des applications autres à l'extérieur de l'école? Est-ce que ça a eu une influence ou une incidence sur tes manières d'agir à l'extérieur de l'école? Oui, mais en fait, moi-même, j'ai commencé un jardin que j'avais aucune idée comment commencer ça, mais après ça, j'ai appris à ma famille comment commencer un jardin, comment être éco-responsable, comment on devrait, au lieu de, je sais pas, aller en acheter, qu'on pourrait le faire pousser chez nous, qu'on devrait commencer en communauté. J'ai, comme mes grands-parents aussi, par exemple, genre en ai vendu, des trucs comme ça. Fait que ça l'a partagé avec ma famille, la communauté, fait que c'était vraiment plaisant à voir. Très formateur. À toi, Cassandra? Oui, moi, ce que j'ai vraiment... Je tiens à m'excuser si vous entendez mon chien dans le fond. Mais, écoutez, ce que j'ai vraiment retenu de votre présentation, c'est comment canaliser l'éco-anxiété pour que ça donne un peu une puissance puis une force d'agir aux élèves. Parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes. Puis si on arrive à prendre ce sentiment, puis après à faire des actions concrètes et inciter d'autres personnes, ça va faire changer les choses. Et aussi, le fait de mettre l'emphase que l'éco-citoyenneté, c'est pas juste les éco-gestes, que ça peut toucher une plus grande population, c'est pas juste toi-même qui fais un petit geste. Et concrètement, à l'école, nous, comme on avait fait ça une fois, on a écrit une lettre au ministre de l'Environnement lors de la Journée de la Terre.
Et on avait rassemblé plein d'élèves sur le terrain de l'école en prenant une photo. Chaque élève avait un chandail vert et on a envoyé ça, on a publié ça sur des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme une façon de toucher une population générale puis d'exprimer son opinion. Tout à fait. Donc, la dimension politique, comme le disait Claudine, hein, qui est inhérente à cet enjeu de l'environnement pour dépasser en effet les actions individuelles, mais avoir une portée collective encore plus importante. Merci Cassandra. À toi, Romy. Nous, cette année, on a eu la chance d'être une des premières cohortes à tester un programme en lien avec l'environnement. On avait un très grand, un très grand chapitre sur les limites planétaires, entre autres, et sur l'aquaponie. Et puis, notre classe, on a décidé, on parlait plutôt d'impliquer les élèves dans la création des situations d'apprentissage. Et puis, donc, notre classe, on a décidé, avec l'appui de M. Rousseau, justement, de partir. On ne savait pas trop exactement au début quelle forme ça allait prendre, mais on voulait avoir une voix pour pouvoir exprimer notre avis par rapport à l'environnement parce que les informations qu'on nous donnait pendant le projet faisaient en sorte que, justement, on a parlé des quantités. Donc, on a eu beaucoup d'informations qui faisaient en sorte qu'on était stressé par rapport à ça parce qu'on a écouté notamment des documentaires de Netflix. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais avec le scientifique David Attenborough, qui a été vraiment intéressant, mais qui terminait un peu sur une note pessimiste. Et donc, on voulait avoir la chance de répondre à ça un peu. On a finalement décidé d'aller sur la rue Masson. On a passé un de nos cours là-bas avec des affiches qu'on avait préparées au cours précédent. Et puis, on a pu échanger avec des passants. On s'était séparés en plusieurs équipes tout au long de la rue. Ça a vraiment été un moment exceptionnel pendant l'année. On n'est pas une classe facile, mais on avait réussi à faire un projet vraiment extraordinaire. Donc, je ne sais pas si Théa est là et si elle veut ajouter quelque chose par rapport à ça, mais franchement, j'ai trouvé que c'était une expérience marquante. Merci pour ton partage. Romy, à toi, Théa. Oui, c'est pour ajouter sur ce projet. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça a été un projet très spontané. On n'a jamais dit au début de l'année, nous, on va aller faire un projet sur la rue Masson. Non, c'était juste, on parlait d'environnement. Puis là, tout d'un coup, M. Rousseau nous a juste demandé à toute la classe, vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple, pour ce problème? Puis là, on a juste levé la main, on a dit des idées. Ça a commencé par l'idée de, on pourrait aller ramasser des déchets, toute la classe ensemble dans un parc. Puis on a comme tout, justement, l'implication des élèves. Ça, je trouve que c'était un très bel aspect parce que ça, on l'a senti en groupe. Puis on a juste mis en place ce projet avec l'aide de M. Rousseau, justement, qui nous avait guidés là-dedans. Et puis, justement, cette liberté qu'on a eue de vraiment créer nous-mêmes ce projet, ça a fait en sorte que, justement, les gens étaient beaucoup plus motivés. Des élèves que j'aurais jamais cru qui auraient fait ce genre de projet, genre, d'après ce que je les connaissais, ben, c'était surprenant parce que tout le monde a vraiment mis du sien dedans. Puis c'était une belle expérience. J'aimerais aussi partager quelque chose qu'un passant m'avait dit parce que j'ai appris beaucoup de choses. Justement, on a eu la chance de parler avec des passants. Puis il y a un monsieur, justement, qui disait que pour lui, une solution au changement climatique, ça serait le jeûne. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, jeûner, mais il m'avait fait genre un long discours de 15 minutes, je pense au moins, sur pourquoi est-ce que lui, il pensait que le jeûne, c'était justement une solution qui aurait pu être abordée pour le changement climatique. Et c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Théa. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, en effet, en l'expérience, puis l'enraciner, en effet, dans le contexte dans lequel on s'inscrit, aller marcher. Je me souviens d'avoir fait des projets avec des élèves dans le passé où on allait faire une battue locale pour voir, c'est quoi notre environnement local. Avant de nommer des problèmes, il faut aller le constater, il faut aller le marcher et ensuite, on prend une problématique qui nous semble intéressante et on développe un projet autour de ça. Donc, je reconnais bien David là-dedans, puis c'est une approche qui me semble très gagnante de vous avoir impliqué. En tout cas, clairement, ça a eu un impact sur vous et c'est ce qu'on souhaite ultimement, que ces SAE-là puissent vous donner des connaissances, des compétences et une expérience pertinente qui est à la fois transférable ailleurs. Je me permettrais peut-être, avant d'ouvrir les micros de tout le monde, Liliane et David, est-ce que de votre côté, j'imagine que vous avez déjà, ça a été mentionné, vous développez des SAE. Quel genre de soutien vous auriez besoin supplémentaire? Est-ce que c'est en effet un manque de temps qui fait en sorte que souvent un enseignant ou une enseignante ne va pas nécessairement prendre le temps de regarder les domaines généraux de formation, les compétences, puis comment je fais l'arrimage de tout ça? Ou
si ce n'est pas le manque de temps, est-ce que c'est la dimension qu'évoquait Claudine tantôt, c'est que le matériel qu'on retrouve, des fois, n'est pas adapté, puis là, ça prend nécessairement du temps. J'aimerais ça vous entendre là-dessus par rapport à votre propre expérience de création ou non de SAE. Je pense, Dominique, que tu l'as bien relevé. C'est le gros problème, c'est le temps. Donc, on a la possibilité, nous, à l'école, de demander à se faire libérer pendant une demi-journée ou une journée pour concevoir du matériel. Donc, je peux rencontrer des enseignants, mais il faut avoir le temps pour se faire remplacer, pour avoir du temps pour pouvoir créer du nouveau matériel. Donc, c'est à petite dose. Donc, on a une idée, on se réunit quelques instants, une demi-heure, une heure, on avance. Mais c'est vraiment le gros élément, là, c'est au niveau du temps dont on a besoin. Donc, une si on pouvait rajouter une 25e heure, ça pourrait être chouette là, chaque journée. Excellent. Merci, Liliane. À toi, David. Absolument, Liliane a raison. J'ajouterais un petit quelque chose d'intéressant, peut-être une autre dimension. Cette année, on a libéré 8 enseignants. On leur a donné du temps pour planifier justement l'intégration de SAE liée à l'éco-citoyenneté, à l'ERE avec des formations. Puis, c'est pas tout beau non plus. Bon, on est dans une année de COVID un peu bizarre, il faut se le donner, mais quand même, je remarque que même si on libère du temps, c'est pas donné à tout le monde de oser. Et alors, je dirais le mot oser, là, il faut oser. On aime tellement, on est tellement bien dans nos affaires. Là, il y a comme une recherche d'énergie qu'on ne veut pas oser pour ne pas justement se mettre en danger, les professeurs. Puis je pense que ça aussi, il ne faudrait pas le négliger parce que, comme je le dis, je le répète, cette année, on a donné du temps à certains enseignants et il y en a qui sont comme timides. Ils ne sont pas capables de oser. Donc ça, je pense que c'est une autre dimension qui est intéressante. Là. Parfait. Alors, écoutez, il nous resterait une dizaine de minutes. C'est le temps maintenant de vous rendre dans le bas de votre écran et d'appuyer sur « Réaction » si vous avez une question, que ce soit à Claudine, à nos enseignants et conseillères pédagogiques ou à nos jeunes, à nos élèves qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, on va pouvoir prendre les mains. Alors, il y a des bravos, il y a des félicitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question par rapport à ce qui a été présenté ce soir? Sinon, je suis capable de vous occuper pour les prochaines minutes, mais je regarde mon écran actuellement et je ne vois pas de commentaires particuliers. Il y a beaucoup de bons commentaires écrits, mais il n'y a pas de questions. Je vois qu'il y a une question de Karine Duquette dans les commentaires. Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour donner un coup de pouce pour aider les enseignantes, enseignants à oser, justement? Bien, c'est sûr que moi, c'est ça, personnellement, je ne suis pas une personne enseignante, mais je me pose la question, en fait, où en fait, je vous le renvoie. Est-ce que d'avoir des exemples, mettons, des témoignages de personnes enseignantes qui ont essayé de faire des SAE, qui ont essayé d'intégrer ça à leur enseignement, c'est quelque chose qui pourrait aider, que ce soit des témoignages vidéo, des témoignages écrits, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider? Ou sinon, ultimement, je pense qu'à la base, ce serait peut-être aussi dans leur formation, dans la formation des enseignants, que ce soit déjà à la base quelque chose qu'on aborde, qu'on normalise le fait de parler d'environnement, même si c'est des sujets qui peuvent être plus sensibles. Est-ce que c'est vraiment plus à la source qu'il faut aller ultimement, ou est-ce que justement les petits témoignages, c'est quelque chose qui pourrait aider, solution court terme peut-être? Je me permets de répondre, vu que j'ai dit le mot « oser ». Tu as, à mon sens, les deux bonnes réponses. Là. À la formation, à l'université, d'appuyer un petit peu plus là-dessus et surtout là, ce qu'on appelle la modélisation. L'être humain, il va beaucoup par mimétisme. Là. C'est difficile de demander à des gens de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ou qu'ils n'ont jamais appris. Donc, oui, des témoignages d'enseignants qui osent, qui se mettent en danger, ça aide énormément. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Autre réaction? Vous savez qu'il y a un cours aussi notamment qui est nouveau, d'ailleurs, dans lequel a été impliqué David dans la conception
au centraire de l'UQAM, au Centre de formation et d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, qui est offert maintenant pour les enseignants du secondaire qui veulent le suivre en formation continue. Donc, c'est possible de le faire. Évidemment, c'est un enjeu souvent aussi de temps, hein, surtout dans les années qu'on vit depuis 2 ans. Là, disons que ce n'est pas le temps nécessairement qu'on a toujours de très disponible, mais il existe cette formation-là. De notre côté, au Lab 22, on a développé en fait une communauté de pratique en pédagogie. On est en train de finaliser, je dirais que d'ici les prochains mois, on aura une dizaine de SAE qui seront proposés pour des enseignants et enseignantes de secondaire 1 à 5. Et en effet, pour les commentaires que tu faisais tantôt aussi, David et Liane, ce qu'on va prévoir probablement, ce sera des formes de webinaires ou en présentiel à l'école pour aller présenter ces SAE-là et permettre aux enseignants d'échanger avec les personnes qui les ont créés pour pouvoir justement se les approprier. Ça me semble être quelque chose de super important. L'idée, ce n'est pas d'avoir quelque chose, en effet, qui est tout formaté, mais qui donne la possibilité à un enseignant de dire, bien, parfait, moi, je vais le faire sur 6 périodes, mais je pourrais aussi l'adapter sur un 3 ou sur un 9 pour amplifier les connaissances et les savoirs. Je pense que la dimension aussi transdisciplinaire est fort intéressante. L'exemple que tu donnais tantôt, Claudine, permet à un élève, je pense, de mieux comprendre les différentes, justement, dimensions de la problématique, par exemple, environnementale ou de la solution environnementale, on pourrait le dire comme ça. D'ailleurs, dans un des événements qu'on animait il n'y a pas longtemps, une jeune a évoqué le concept d'éco-espoir. Donc, peut-être qu'il faut travailler, en effet, à développer cet éco-espoir. Ça semble une dimension importante. Tu l'as mentionné dans les critères aussi relatifs à cette éco-citoyenneté-là. Donc, il y a des choses qui se trament. Je vous dirais aussi, je vous lance une invitation. On va ouvrir dans quelques jours un poste de conseiller pédagogique au Lab 22. Donc, s'il y a des enseignantes ou des enseignants qui ont envie de prendre une année sabbatique, là, question d'aller prendre du temps pour réfléchir et venir soutenir d'autres enseignants et d'enseignantes dans les écoles qu'on accompagne, on va retenter d'aller chercher une perle rare. Donc, sachez-le. Alors, il y a 2 interventions. Il y a Anne et ensuite Philippe. Vas-y, Anne. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait partie d'un petit groupe d'enseignants qui a créé des SAE justement pour le Lab 22. Et la question du temps, c'est tellement ça qui est assez... Ben, c'est pas juste la question du temps, mais c'est que beaucoup de mon temps qui a été accordé à bâtir une des SAE a été consacré à de la recherche parce que justement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient du milieu de l'environnement. Puis, comme je disais à Dominique quand on a commencé le projet, ce sont mes propres préoccupations citoyennes qui m'ont guidée un peu. Mais donc, il y a certainement la question de la formation, peut-être d'avoir justement et peut-être aussi de l'accompagnement. Quand on a, de trouver une SAE, puis elle est déjà toute préparée. Les enseignants, ils aiment beaucoup avoir des choses toutes faites, mais je pense que sans accompagnement, ça peut être facilement relégué à une tablette ou... ouais, c'est ça. Donc, d'être accompagné dans la conception. Oui, dans la conception, mais même d'avoir, si on propose des SAE dans les milieux, des fois, peut-être pour des plus longues ou plus lourdes SAE, de les accompagner pour qu'on puisse les approprier parce que c'est quand même une thématique, l'environnement, qui n'est pas maîtrisée par tout le monde quand on est enseignant de français ou d'univers. Oui. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que justement, c'est énorme de demander à des enseignants, des enseignantes qui se sont déjà spécialisés dans un champ particulier, d'en plus avoir une expertise totale sur un sujet qui est excessivement complexe et large, l'environnement, les enjeux environnementaux. Fait que la question de l'accompagnement là, est fondamentale, puis c'est un des éléments qui était beaucoup ressorti du sondage. Une des options qui était super intéressante que les répondantes avaient beaucoup aimé, c'était la possibilité de concevoir des SAE avec l'accompagnement d'une personne ou d'une organisation externe qui détient une expertise en environnement. C'est un peu ça aussi que je voulais amener en disant qu'aujourd'hui, juste en montrant qu'il y a des professionnels en environnement qui sont vraiment intéressés, passionnés par l'éducation, qui souhaitent offrir un accompagnement, qui souhaitent offrir cette aide-là aux personnes qui sont en enseignement pour dire la partie recherche, la partie là, aller chercher les statistiques, aller chercher les informations plus techniques, plus scientifiques,
ça peut être quelque chose justement qui est délégué à cette entité accompagnatrice-là, justement, si on peut justement éventuellement créer une sorte d'accompagnement de ce genre-là, justement, pour enlever une grosse charge de travail, une grosse partie du temps de conception de la SAI qui est de faire de la recherche. Merci, Anne. Puis en effet, les SAI de Anne seront bientôt disponibles en ligne, des SAI qui ont été développés pour des clientèles, des groupes d'accueil. Donc, on a pensé à tout le monde. On en va en adaptation scolaire, mais aussi dans tout le curriculum pour être capable de rejoindre tous les élèves d'une façon ou d'une autre. Philippe, à toi le micro. Bonsoir tout le monde. En fait, ma question s'adresse surtout à toi, Claudine. Merci beaucoup pour la présentation. Superbe vocabulaire. Honnêtement, t'as allumé quelque chose en moi, là. J'ai une question du point de vue de l'esprit critique, en fait, puis de la philosophie, la pensée. Je suis prof d'éthique et culture religieuse, de philosophie aussi. En fait, c'est presque la même chose. Je me demandais, dans le fond, est-ce que tu as des outils à proposer pour justement bonifier peut-être tout ce qui est pensée critique, puis pour éviter aussi qu'on tombe dans quelque chose qui ressemblerait peut-être à de l'endoctrinement ou prêcher entre convaincus. Tu sais, je pense qu'ici, tout le monde a des valeurs écologiques assez fortes là, pour être ici ce soir. Puis je me posais la question, est-ce qu'il y a des façons de faire pour éviter de justement prêcher entre convaincus, là? Bien, mettons juste un exemple comme ça. Merci pour ton commentaire, c'est vraiment gentil. Un exemple comme ça qui me vient en tête juste de même, là, un exercice qui peut être fait avec des jeunes élèves, puis qui est super concret dans leur vie de tous les jours, c'est les réseaux sociaux. Comment on travaille avec les réseaux sociaux, c'est genre le meilleur exercice à faire pour développer son jugement critique, c'est d'apprendre à aller chercher différentes sources d'informations parce que les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes qui font en sorte qu'on se fait constamment jeter de l'information qui correspond à des intérêts qu'on a déjà. Et donc, on se ramasse avec une source d'information qu'on a l'impression qu'on reçoit toutes sortes d'opinions, toutes sortes d'informations, mais au final, les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à, au contraire, vraiment faire un effet d'entonnoir sur l'information qu'on reçoit, puis juste, réaffirmer nos croyances et nos sources d'information. Donc, un exercice qui peut être fait avec les jeunes, j'ai l'impression, pour justement tester cet esprit critique-là, ce serait de se forcer, premièrement, à aller aimer différentes sources d'informations. Par exemple, sur Facebook, juste aller liker différentes pages d'informations. Ça va juste ça va venir diversifier la source d'information qu'on voit. Puis après ça, juste voir avec les élèves quelle différence ils voient dans l'information qu'ils reçoivent. Est-ce que ça les amène à se poser plus de questions, à remettre en question des opinions qu'ils avaient déjà, maintenant qu'ils ont eu accès à différentes sources d'informations, même des informations, des sources d'informations qui peuvent venir de d'autres pays, de d'autres cultures. Ça peut être un petit exercice que je vois qui est vraiment très concret dans leur réalité. Ça répond à ta question, Philippe? Oui. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Anne, tu veux réagir à nouveau? Peut-être à la question ou amener une nouvelle question? Bien, en fait, c'était pour réagir ou soulever une nouvelle question à partir de cette question, mais Dominique, tu m'aideras peut-être. Il y avait un prof d'éthique qui a créé des SAE aussi avec l'année dernière. Et puis, une des choses qu'il avait dites au départ, c'était que parce que là, moi, je ne suis pas une prof d'éthique, là, mais le mandat du cours d'éthique, ce n'est pas de convaincre les jeunes de s'embarquer dans la lutte contre l'environnement ou de convaincre les jeunes que c'est important l'environnement. Il y avait quelque chose qui moi, m'avait quand même, j'étais un peu surprise, mais c'est vrai, en fait, c'est aux jeunes à développer leurs valeurs. En effet, ça ne se veut pas une approche qui est dogmatique ou qui amène une influence, en effet, certes sur les jeunes, mais plutôt d'être capable de se poser eux-mêmes la question, leur relation par rapport à l'environnement et comment leur pouvoir agir peut se traduire en actions concrètes qui contribuent à ce, comme on dit en espagnol, bien vivir collectif. Théa? Oui, juste pour revenir un peu sur l'aspect des médias et avec les projets pour les élèves, je sais que cette année, on ne l'a pas encore fait, mais je sais qu'il y a un projet, il me semble, qu'on va faire avec les memes, où est-ce qu'on va faire des memes, justement, qui vont porter sur le changement climatique. Si M. Rousseau veut en dire plus après, il peut. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien
associe quelque chose que les jeunes trouvent le fun en général, qui est le quotidien, à des problèmes comme ça, parce que c'est comme on associe quelque chose de le fun à ça, ça va nous donner plus l'envie de le faire. Puis moi, personnellement, je ne sais même pas vraiment c'est quoi le projet, mais juste de savoir qu'il y aura des memes, ça me tente de le faire, puis j'ai hâte de le faire. Excellent. En effet, se baser sur ce qui vous interpelle, ce qui vous intéresse, c'est certainement un bon axe de développement. Tu pourrais y revenir dans quelques instants, David. Philippine, qui est conseillère à la transition écologique avec nous, questions, réactions? Merci Dominique. Peut-être que David va pouvoir réagir aux propos de Théa, mais c'était simplement pour dire qu'il y avait une question qui avait été posée dans le chat pour pas qu'on l'oublie, de Mathieu Ostigui. Oui, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai plusieurs écrans ouverts devant moi, mais ce que je vois, question pour Claudine, vous parliez d'une plateforme de partage ERE style Ricardo. Est-ce que ça existe, quelque chose du genre, ou est-ce que c'est en développement? Oui, ça c'est vraiment dans mon esprit, là, dans mes grands rêves. J'aimerais ça qu'il existe quelque chose comme ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé quelque chose du genre. J'ai trouvé des plateformes, par exemple, la Faculté d'éducation de l'Université Laval ont un site sur lequel ils recensent des SAE développés par des étudiants de leur programme. Et dont certaines SAE qui ont été développées dans une perspective d'éducation relative à l'environnement. Par contre, c'était pas sur la plateforme, justement, cette section commentaires-là que j'aurais aimé avoir. Fait que c'est plus en regardant qu'est-ce qu'il y avait déjà que j'ai eu cette idée-là. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore vue. Mais je pense que ça pourrait être une option intéressante, puis c'est bon à savoir qu'il y a de l'intérêt. En effet, puis on ne volera pas le concept de Ricardo, mais dans notre site Internet, on développe une section où il y aura les SAE, justement. Je vous dirais que le gros défi qu'on a eu, c'est de prendre toutes les SAE qui ont été conçues, de développer un gabarit commun pour que ça puisse être facilement applicable et transférable ensuite aux enseignants. Mais une fois que la mise en commun est faite, tout ça va être rendu public et disponible pour tous les enseignants, que vous soyez une école accompagnée ou pas avec le Lab 22. L'objectif, c'est vraiment de partager ces bons coups-là. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à l'infolette. Vous allez avoir l'information avant tout le monde quand ils seront en ligne, si vous le souhaitez. Mathieu, justement, peut-être que tu veux revenir avec une recette spéciale? Non, pas de recette pour moi ce soir, malheureusement. Je pourrais regarder là-dessus, par contre, pour le partager éventuellement sur la plateforme. Mais justement, quand j'écrivais la question, Dominique, vous étiez déjà en train de parler de tout ça, fait que je vais vous tenir au courant pour le Lab 22, qu'est-ce qui s'en vient. Mais aussi, j'avais une question. Tout à l'heure, il y a un des jeunes qui est intervenu, puis ça m'a un peu interpellé dans l'idée que plus on vous en parle, donc plus on vous renseigne sur différentes situations environnementales et tout ça, mais plus ça développe chez vous de l'anxiété aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à pas juste vous bombarder justement plein d'infos qui sont des fois théoriques et tout ça, puis que vous vous sentiez bien là-dedans également? Comment est-ce qu'on peut arriver à changer ce feeling-là justement pour que ça soit positif au final? Bonne question. Sarah Frédéric et ensuite Cassandra. En fait, c'est pas moi qui l'avais dit, mais surtout quand on donne l'information, c'est ça que j'avais réalisé un peu avec tout le monde, en fait, quand on sensibilise le monde, c'est aussi de donner des solutions. C'est de pas juste dire qu'est-ce qui va mal, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait aller bien, qu'est-ce qu'il faut faire aussi, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour changer des choses, pour dire que, OK, moi, dans mon quotidien, je fais des choses qui vont aider avec l'éco-citoyenneté ou des choses comme ça. Ça va donner moins un « OK, tout va mal », ça va donner plus comme « OK, voici des pistes de solutions, voici qu'est-ce qu'on va pouvoir... Regarde, on va être ensemble, on va faire ça ensemble et on va trouver une solution en équipe. » Et qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va s'en sortir. Ça va être ça. Merci, Sarah Frédéric. D'ailleurs, vous savez, vous avez probablement vu passer, ou sinon, sachez-le, 1.5 publie chaque année le baromètre de l'action climatique. Et il y a des données qui sont vraiment intéressantes, notamment entourant les actions qui comptent. Parce que souvent, en effet, on peut se dire, oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a des actions qui comptent plus que d'autres quand on veut avoir un véritable impact. Donc, ça vaut la peine de les voir. Puis, je pense que ça peut alimenter, en effet, ce que tu dis, Sarah Frédéric, c'est-à-dire, oui, quand on partage une problématique, mais qu'elle s'accompagne nécessairement de solutions et lesquelles des solutions sont documentées et donnent le plus d'impact
impact, si ce n'est que pour me faire réfléchir puis voir est-ce que je suis prête à adopter ce comportement-là ou de cette mobilisation-là. Mais en effet, je pense que ça peut avoir un impact de savoir que ce que je fais au quotidien, que ce soit individuellement ou collectivement, ça a de l'impact et non pas ce que j'ai entendu souvent de la part d'élèves. Ben oui, mais ça ne sert à rien. Même si on faisait ça à l'école, la gestion de la cafétéria, c'est comme ça ne donne rien. C'est le même dans toutes les écoles. Donc, y aller par cette approche-là, ça me semble être une bonne façon. Cassandra? Ça rejoint un peu ce que Sarah a dit. Donc, nous donner des solutions, nous montrer aussi les bonnes nouvelles, les améliorations qu'il y a eu au cours des années, les plans que les gouvernements ont proposés, ce qu'ils veulent mettre en place, et aussi nous montrer qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres mondes qui sont prêts à faire des actions. Tout à fait. Très bon. Très bon témoignage, Cassandra. À toi, Claudine. Et je vais ensuite, en fait, je vais te laisser le mot de la fin, Claudine, pour ne pas excéder dans cette soirée. On peut aller jusqu'à 7h15 avec plaisir. Mais oui, je voulais justement même relancer dans le même sens que Sarah Frédérique et Cassandra. Pour l'avoir expérimenté moi-même très fortement, l'éco-anxiété, il y a eu une période dans ma vie où c'était excessivement paralysant. Dès qu'on parle de se mettre en action, de prendre un engagement par rapport à la lutte environnementale, ça fait toute la différence. Autant il y a quelques années, c'est quelque chose qui me causait une anxiété phénoménale, autant depuis que j'ai décidé de concentrer ma carrière dans ce domaine-là, ça a fait un virement, un virage 360. C'est vraiment... J'ai plus l'anxiété que j'avais par rapport à ça parce que je sais maintenant que chaque jour, je me lève dans ma vie, j'ai un engagement que j'ai pris par rapport à ça, puis je l'accomplis à chaque jour en travaillant là-dedans. Puis je ne dis pas qu'il faut que tout le monde aille travailler en environnement, évidemment. C'est un engagement personnel aussi qu'on peut prendre dans sa vie, dans ses actions quotidiennes, avec ses voisins, avec ses amis, en se développant des petits projets ensemble. Ça peut vraiment, vraiment faire toute la différence. Puis effectivement, les filles, comme vous dites, les solutions, parler aussi des nouvelles positives, parce qu'il y en a des nouvelles positives en environnement, il y en a plein. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Tout à fait. Bien, écoutez, notre soirée va s'achever dans les prochaines minutes. Je tiens juste à remercier à nouveau Claudine pour son super travail. Vraiment, j'abonde dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, le propos, le narratif. Tout est là pour motiver des enseignants et des enseignantes. Donc, bravo pour ton super essai. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui étaient présents ce soir, je vais vous envoyer le lien de l'essai de Claudine pour ceux qui veulent aller un peu plus loin là-dedans. Vous allez avoir accès à le webinaire si vous voulez revoir aussi ce qui a été présenté. Je remercie aussi David. Merci David d'avoir pris le temps ce soir encore une fois. Liliane, Cassandra, Sarah Frédérique, Théa et Romy d'avoir joué le jeu parce que je pense qu'entre depuis le début qu'on crée des webinaires, on demande, on invite des jeunes et je pense que ça amène une dimension qui est encore plus intéressante. Ils ne sont pas juste dans notre classe, ils sont là dans notre quotidien, donc de les entendre, ça nous fait cheminer, je pense, un peu plus loin. Je terminerai sur une note, vous dire, peut-être que vous nous suivez déjà, mais vous avez vu qu'il y a un événement la semaine prochaine, très important qui s'appelle La Transition s'invite, 22 activités sur 3 jours. L'objectif qu'on a, c'est de connecter et d'interconnecter des classes de partout au Québec sur différents enjeux relatifs à la transition. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le www.lab22.org pour vous inscrire à tout ce qui vous intéresse. Et les 300 premières personnes inscrites vont recevoir aussi le lien pour le documentaire Bigger Than Us, en français Vivre en grand, produit par Flore Vasseur, qui est un petit bijou qui nous montre comment les jeunes s'activent aux 4 coins de la planète sur des actions tantôt sociales ou environnementales, des jeunes de 14 à 25 ans. C'est vraiment inspirant et on aura la chance de recevoir plusieurs de ces jeunes-là en rencontre dans votre classe, à la maison ou au boulot. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire à ces activités qui sont toutes gratuites. Je terminerai aussi en vous disant que le Lab 22 va lancer dans les prochaines semaines son recrutement pour la 2e cohorte d'écoles accompagnées, donc une démarche d'accompagnement de 3 ans qui est essentiellement à très peu de frais disponible pour les écoles publiques et les écoles privées de partout au Québec. On a déjà 18 écoles qui sont en marche de 6 régions du Québec. Donc, on a déjà une quarantaine d'écoles qui lèvent la main, mais on a besoin de se rapprocher notamment d'un objectif d'école publique. Donc, n'hésitez pas à soumettre votre candidature sur le site www.lab22.org. C'est comme une espèce de forfait pamphlétaire que je fais là, mais on sera prêt donc à sélectionner les écoles dès le mois d'avril et le mois de mai, confirmer avec vous qu'on sera avec vous de 2022 à 2025.
c'est un bel investissement. Puis j'insiste sur le fait de ce qu'on a entendu ce soir, de le faire avec les élèves. Donc, la démarche qu'on propose, elle est structurante, elle est démocratique. On le voit, ce n'est pas facile, hein? Quand on veut décider d'un plan d'action avec notre école, en impliquant les parents, des fois, on a souvent l'impression que ça va plus vite quand on décide, nous, avec l'équipe école, mais de les impliquer, je pense que c'est très gagnant à moyen et long terme. Et cette démarche, elle est personnalisée, donc en fonction de ce que votre école est capable d'actualiser. Le contexte de la pandémie n'est pas facilitant, donc je ne vous dirais pas qu'on a une démarche à 2 vitesses, mais on va s'adapter à votre réalité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur les différentes plateformes et ça va nous faire plaisir de vous soutenir dans ce beau projet. Je vous souhaite alors une bonne fin de soirée à vous tous et à vous toutes. Bonne fin de semaine des enseignants et des enseignantes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, à bientôt. Super. Bravo, Claudine.